Gaspard, Linky et compagnie, touche pas à mon compteur, l'émission du collectif du même nom. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Touche pas à mon compteur avec Maude Bigan. Bonjour Maude. Et bonjour Florian. La semaine dernière, tu as parlé de robotisation de secteurs primaires et secondaires. Aujourd'hui, on va partir sur le secteur tertiaire. Exactement. Alors, quelles sont les priorités pour l'investissement ? En France, Voilà. clairement la machine sur l'homme. Tu as parlé du manque de lits dans les hôpitaux, Mhm. les lits qui se sont vus retirer. Donc, préférence aux machines de robotisation à l'être humain. Mhm. À tous les niveaux. Mhm. Ensuite, on va voyager un petit peu, on va partir en Amazonie. Exactement. Ou plutôt, voilà, tu vas citer un livre qui démontre bien les dessous ou derrière les coulisses, enfin dans les entrepôts, ce qui se passe vraiment D'Amazon, oui. voilà, Comment on au traite, cœur des entrepôts. on traite finalement les hommes comme des robots finalement. En La vie attendant de des les employés remplacer. c'est ça, dans les entrepôts Amazon. C'est ça, exactement. Bon, alors je vous propose de commencer tout de suite, effectivement. On est dans un contexte actuellement, vous l'avez vu au niveau de l'actualité, avec ces fameuses tempêtes et tremblements de terre qui ont eu lieu dans le sud-est. Voilà. On est dans une situation où finalement on touche du doigt la fragilité de cette société du tout robotisé et tout numérisé qu'on cherche à mettre en place, et où finalement, en gros, la réalité, c'est ce qui résiste. Et là, ce qu'on voit, par exemple, c'est que dans une société où on cherche absolument à ce que tout soit machiné, eh bien, dès que, par exemple, il n'y a plus d'électricité, la machine s'arrête. On le voit aussi avec, par exemple, là, les personnes qui sont retrouvées en coupure d'électricité, des centaines de milliers de personnes. Une semaine après la grande tempête de neige qu'il y a eu, vous aviez encore des milliers et des milliers de personnes qui étaient sans électricité, sans chauffage. Seules les personnes qui avaient finalement un système résilient, un système un peu plus à l'ancienne, avec des cheminées ou des poêles, pouvaient encore se chauffer. Vous aviez des personnes qui se retrouvaient parfois hospitalisées, ou même des gens qui sont décédés à cause des émanations de monoxyde de carbone de groupes électrogènes. Et parce qu'ils poussent justement plus sur leur poêle et puis. Du coup, tout étant automatisé et tout étant électrifié, y compris par exemple des gens qui se retrouvaient coincés parce que leur volet automatique ne pouvait pas s'ouvrir, etc. Vous vous retrouvez finalement dans une situation où on a un géant au pied d'argile parce que en temps normal tout va bien, mais dès qu'il y a une moindre petite poussière dans le système, eh bien, tout s'écroule. Idem pour les personnes qui ne se fiaient que à leur portable pour pouvoir communiquer. Ce qui n'a pas été dit dans les journaux aussi, c'est qu'il y avait énormément d'antennes relais qui ne fonctionnaient plus, et donc vous aviez une coupure de réseau qui a duré pendant très longtemps pour beaucoup de personnes. Coupure d'électricité, coupure de réseau. Et coupure de réseau téléphonique, ce qui faisait, je parle de réseau de GSM, d'accord, de réseau donc de portable, ce qui fait que les personnes qui n'avaient pas d'autre alternative, eh bien, se voyaient finalement coupées du monde complètement. Voilà. Donc ça, c'était très important. Dans un contexte comme ça, vous avez des gens qui refusent un peu ce monde machine. On en a déjà parlé, mais là, je voulais vous donner un dernier exemple, un exemple récent avec celui de Madame Morel. Madame Morel, petite mamie de 85 ans, habitant Arras, et qui vient de gagner son procès contre Enedis concernant sa coupure d'électricité, parce que dès la pose du Linky, en fait, sa facture avait quadruplé. Et donc effectivement, on l'accusait même d'avoir triché potentiellement dans le passé sur sa consommation. Et c'est une dame, vous le voyez dans cet article de la Voix du Nord, potentiellement d'avoir trafiqué son compteur, par exemple. Voyez, alors vous imaginez que c'est pas le genre. Regardez sa photo dans l'article de la Voix du Nord du 22 novembre dernier, qui s'intitule Surfacturation et compteur Linky, première victoire pour une habitante d'Arras. Vous verrez qu'elle a un regard des plus francs, des plus droits et des plus forts aussi. Et quelque part, c'est inspirant parce que ça montre que le courage et la droiture et la force d'âme peut venir de personnes qui sont en apparence fragiles, mais qui effectivement, à l'intérieur, sont coriaces. Voilà. Et d'autant plus coriaces qu'elles sont aidées également. Alors, le collectif ACAD, qui a aidé Madame Morel à aller au bout de cette procédure judiciaire, est d'ailleurs victime apparemment de harcèlement par sa banque, le Crédit Mutuel, qui les trouve trop revendicatifs, et au lendemain de cette victoire donc de Madame Morel, le Crédit Mutuel aurait demandé à
au téléphone, oralement, pas évidemment par écrit, Mhm. parce que ça c'est de la discrimination, il ne faut pas que ce soit prouvé, vous imaginez bien, mais il leur aurait demandé finalement plus ou moins de partir en leur refusant l'assurance que l'association doit avoir dans le cadre de ce compte bancaire. Et quand c'est comme ça, c'est des collectifs qui prennent le contact Eh bien, de la vous personne, avez, ou c'est tout- c'est la personne qui... Ça sais pas. dépend, mais souvent, Ouais. évidemment, c'est la personne qui se signale. Bien Parce sûr. que comment voulez-vous que les collectifs le sachent, hein, d'accord? Mhm. Par contre, ouais, il faut que la personne soit au courant que des collectifs existent, évidemment. Donc, c'est pour ça que partout, les gens doivent faire un effort de diffusion de Bon, l'information. j'imagine que et de soutien. c'est important de bien se montrer aussi. Tout à fait, tout Mhm. à fait, voilà. Donc effectivement, déjà, voilà, une résistance à ce monde machine où finalement c'est la machine qui a raison, c'est le Linky qui ne peut pas se tromper, la consommation antérieure de la dame était forcément fausse, du coup, bien, on écrase l'humain au point de lui couper l'électricité. Il a fallu que le collectif ACAD et Madame Morel tapent du poing sur la table début novembre de l'an dernier pour que le courant soit rétabli. Et Madame Morel, trêve hivernale oblige, parce que sinon, elle restait sans courant. Donc, dans un contexte comme ça, où bien effectivement, je dirais l'argent et la machine ont plus de priorité que l'être humain, on n'est pas étonné non plus de voir cette situation dont je voulais vous parler, c'est-à-dire une situation où, alors que Monsieur Macron nous dit qu'il va vendre et privatiser des vaches à lait qui alimentent l'État, par exemple comme la Française des Jeux, pour pouvoir investir un peu dans la Startup Nation, c'est-à-dire essentiellement développer la robotisation, l'intelligence artificielle, ce qui est, comme on va le voir encore aujourd'hui, encore une autre manière finalement de remplacer dans nos travaux, donc nos emplois, l'homme par la machine. Tout ce qui est au contraire de l'ordre du social, est renié. Alors vous avez deux intéressants articles du Canard enchaîné de ce mois de novembre, l'un qui date évidemment du 20 novembre et l'autre du 13. Alors le premier, c'est celui du 13 novembre qui s'intitule « À l'hôpital, les femmes infirmières et les enfants après », et celui du 20 novembre qui s'intitule « Crise des hôpitaux, les nourrissons otages d'une médecine de guerre ». Et vous avez dans les deux cas finalement le même problème, c'est-à-dire en raison d'une baisse des salaires et d'une baisse des effectifs, toujours pour rogner sur les crédits alloués au social, on a rendu la vie impossible aux infirmières. Beaucoup sont partis, les expérimentés en particulier, et vous avez des fermetures très importantes d'un nombre de lits dans différents services, dont le service pédiatrie, qui obligent ces hôpitaux, y compris à Paris, à renvoyer des enfants régulièrement, y compris des enfants qui sont dans des situations très graves, des épileptiques qui convulsent, des enfants qui ont des bébés qui ont des problèmes de bronches, si vous voulez, au niveau de l'hiver en particulier, pardon, et qui sont expédiés, comme on nous le dit là, à Amiens, à Orléans, etc., parce qu'on ne trouve pas de place, avec le SAMU qui tourne 5 ou 6 heures avant de pouvoir amener l'enfant quelque part où on va l'accepter, parce qu'effectivement, il n'y a pas de lit disponible. Et donc, on est dans cette situation-là où on a rogné sur les crédits et où, sous couvert d'augmenter ces fonds, en fait, on les rogne encore. Ce qui est assez hallucinant, vous voyez dans cet article du 20 dont je vous parlais, là, qui s'intitule « Crise des hôpitaux, les nourrissons otages d'une médecine de guerre », vous avez un encart sur les déclarations de Madame Buzyn, notre ministre de la Santé. Et donc, on récapitule une certaine progression des décisions gouvernementales sur le sujet. Et on voit, alors je vous cite l'encart sur le 9 octobre 2018, « Docteur Buzyn est contente d'elle, dans Les Échos. Avec le projet de loi de finances, je cite, « Nous préservons l'hôpital. En réalité, le budget 2020 de la Sécu prévoit 800 millions d'euros d'économies pour les hôpitaux. » Hurlement dans les brancards. Vous imaginez bien que donc il y a une très très grande différence entre ce qui est affiché avec des bonnes paroles, des bonnes intentions et finalement un budget social qui est constamment rogné. Au niveau des retraites, vous voyez bien ce qui se prépare avec heureusement des manifestations pour réagir par rapport à cela. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'assurance chômage. On parlait d'un objectif d'économie de 3,4 milliards d'économies sur le dos des chômeurs d'ici à 2021. Vous aviez évidemment tout ce
qui était APL, tout ce qui était revalorisation des aides sociales, des aides aux handicapés, etc. En fait, on rogne sur tous les plans, sauf évidemment sur l'ISF qu'on refuse évidemment de rétablir, ou sur la fraude, finalement l'évasion fiscale. On parle d'optimisation, mais il s'agit tout simplement de fraude fiscale officialisée et qu'on laisse faire, et qui prive les populations de entre 60 et 80 milliards d'euros pour la France seulement par an. Donc après, on peut dire qu'il faut faire des économies, il faut rogner sur ces choses-là, mais si, on ne récupère pas l'argent là où il est et on laisse les personnes évidemment favorisées et les grandes entreprises faire de l'évasion fiscale d'un côté, et donc ne pas contribuer et creuser encore plus le trou des aides sociales d'une part, et quand de l'autre, on brade nos fleurons qui rapportent, comme la Française des Jeux, pour en fait, là encore, favoriser des investisseurs privés et derrière, du coup, avoir un manque à gagner pour l'État qui va encore se traduire par un peu plus de restrictions budgétaires dans le point de vue social, et que pour tout cela, on dit on va dégager de l'argent de façon immédiate pour investir dans la robotisation. Vous voyez bien qu'on privilégie la machine au détriment de l'être humain. Alors heureusement, un certain nombre de gens commencent à s'en rendre compte, mais il faut des personnes courageuses, soit qui vont manifester comme pour la réforme des retraites, soit qui s'opposent en justice comme Madame Morel, par exemple, vient de le faire, ou encore des journalistes qui vont infiltrer des organisations qui, par exemple, sont particulièrement opaques, donc comme c'est le cas, par exemple, pour Amazon. Alors, je vais vous citer donc ces deux livres que je vous recommande. J'en ai déjà parlé, mais il y en a un en particulier dont on va parler aujourd'hui. Donc, le premier, c'est le livre Le Monde selon Amazon de Benoît Berthelot. 3 ans d'enquête donc sur justement Amazon et ses rouages, y compris informatiques. Donc ça, on y reviendra dans une prochaine émission. Aujourd'hui, on va surtout parler du livre de Jean-Baptiste Mallet intitulé En Amazonie. Un petit livre donc qui raconte son histoire en fait, puisqu'il s'est infiltré dans un entrepôt d'Amazon à Montélimar en 2012. Il s'est fait passer pour un intérimaire, en fait il s'est fait recruter en tant qu'intérimaire autour de la période de Noël où Amazon recrute visiblement des intérimaires de façon très très large pendant toute cette période de commandes intenses, vous imaginez bien. Alors évidemment pour la personne qui confortablement va cliquer depuis son canapé, elle ne se doute pas finalement qu'elle contribue à un système d'exploitation dantesque où, tel que nous le dit Jean-Baptiste Mallet, en fait, on utilise des êtres humains comme des robots, parce que pour le moment, ils ne sont pas encore assez chers, les robots ne sont pas encore assez perfectionnés, et donc finalement, l'homme utilisé comme un robot vaut moins cher qu'une machine. Donc, c'est en train de changer, on va le voir. Mais dans un premier temps, donc lui, ce qu'il a révélé, dans ces entrepôts qui étaient fermés à la presse, il a révélé en fait des conditions de travail absolument brutales, qui sont évoqués également dans un certain nombre d'articles plus récents, puisqu'on pourrait se dire Amazon a peut-être changé, ils ont peut-être tenu compte de ces difficultés, de ces remarques, mais en fait ce qu'on voit c'est que visiblement rien n'a changé de ce point de vue-là. Alors je vais vous citer quelques éléments, mais il faut bien que vous compreniez précisément ce qui se passe. Ce qu'il décrit comme réalité, c'est par exemple dans les entrepôts un découpage en 4 grands profils de travail, 2 à l'arrivée des marchandises, 2 à la sortie, avec des gens qui sont utilisés pour des tâches répétitives pendant 8 heures, avec théoriquement seulement 2 pauses de 20 minutes, que Amazon, dans certains entrepôts, a réduit à 30 minutes, une pause de 30 minutes. Ce qui indique donc des troubles accidentels, des troubles musculo-squelettiques, etc., extrêmement fréquents, parce que vous avez évidemment des gestes répétitifs, et ça c'est, on pourrait dire, mortel en ce qui concerne évidemment les accidents du travail, des problèmes de muscles. Donc, qui favorise le travail à la chaîne. Le travail à la chaîne qui favorise des accidents du travail, avec des doigts coupés, avec des muscles, si vous voulez, qui ne se décontractent jamais, donc avec des troubles du dos, des troubles des jambes, des troubles des bras, à tout niveau. Alors ces quatre, pour vous ayez une bonne idée un petit peu, ces 4 grandes fonctions, vous avez ceux qui, 8 heures par jour, debout,
sans pouvoir s'asseoir, saisissent sur ordinateur les arrivées des marchandises qui sont livrées dans ces entrepôts. Vous avez ensuite ceux qui les stockent en les soulevant, vous imaginez le dos, en les soulevant et en les mettant là où il y a de la place, dans des grandes, si vous voulez, allées un peu à perte de vue, avec des espèces de casiers qu'on appelle des bins. Donc ces gens-là, par contre, eux, ils vont avoir des gros problèmes de dos parce que également ils sont pas debout toute la journée, mais ils sont sans arrêt soulever des charges. Donc ils sont pas statiques, si vous voulez, comme les personnes qui saisissent les entrées, mais ils sont extrêmement sollicités au niveau du dos et ils marchent également beaucoup. Un peu moins que les personnes qui, eux, sont à la sortie, c'est-à-dire des marchandises, c'est-à-dire les pickers, c'est ceux qui vont parcourir entre 20 et 25 km par jour ou par nuit, puisque là, notre journaliste Jean-Baptiste Mallet s'est fait recruter pour si vous voulez, c'est les 3-8, alors donc il s'est fait recruter pour un service de nuit, où on leur demandait tout d'abord 5 nuits d'affilée par semaine, puis 6 nuits d'affilée par semaine, de marcher 25 km par jour avec leur scanner qui leur indique constamment où aller chercher tel et tel produit. Dans un premier temps, puisque dans leur contrat de travail, il y a 2 choses absolument incroyables qui sont marquées. Un, qu'ils n'ont pas le droit de parler de leurs conditions de travail, ne serait-ce qu'avec leur famille. Donc, vous imaginez bien que dans ce cas-là, il y a quelque chose à cacher. Et deuxième chose, eh bien, ils ont une obligation d'augmentation de la productivité constante. Donc ça, c'est constant chez Amazon également pour ceux qui travaillent dans les bureaux. Il faut constamment s'améliorer. Ce qui fait que là, je vous donne un chiffre un petit peu. Pendant 8 heures, cette personne qui va être un picker va devoir d'abord à peu près avoir une productivité quand il démarre de 1 objet par minute, récupérer 60 objets par heure, avec interdiction de parler aux collègues, avec interdiction de s'arrêter. Tout ça surveillé en permanence par des caméras de vidéosurveillance. Tout ça avec des données de productivité qui sont récupérées et envoyées en temps réel à Seattle, où est le siège de l'entreprise, et où on compare en temps réel, en permanence, avec des algorithmes, la productivité de chaque employé, avec une carotte pour les intérimaires qui est la possibilité d'obtenir un CDI dans un environnement de chômage très important qui, on le voit là-dessus, c'est pas la motivation des gens qui les incite à aller chez Amazon, c'est l'absence d'alternative, très clairement. Des intérimaires qui n'arrêtent pas de dire en ce moment, Amazon, il n'y a que ça. Mais est-ce que cette personne compare aussi les entreprises similaires? Alors, vous avez des gens qui parlent dans ce livre, des gens qui ont connu d'autres entreprises pas similaires, puisque vous n'avez... Enfin, si, vous avez Cdiscount. Avec le même travail, quoi, je veux dire. Cdiscount, voilà. vous avez par exemple Cdiscount, les gens sont beaucoup mieux traités, quoi. Visiblement, déjà, on regroupe le stockage par thématique, si vous voulez, des objets. Donc, c'est beaucoup moins, aller dans l'allée A, vous allez au niveau de, je sais pas moi, de la bin Z à tel étage, vous allez par exemple F2, vous allez prendre tel document, tel livre, tel objet. Amazon range en vrac en fait. Il ne range pas par thématique, ce qui fait que vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui va par exemple venir avec un chariot, comme avec Cdiscount, un chariot, et qui va ensuite avoir un listing de choses qu'il va aller chercher l'un après l'autre et qui charge dans une benne qui est transportée par le chariot. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous avez des gens qui marchent et qui, avec un scanner, reçoivent des instructions sur instructions. D'abord, un objet par minute, puis ensuite ils doivent atteindre une productivité de 30 secondes seulement par objet. Donc dans ce dédale absolu d'étagères toutes identiques qui vous donne un sentiment hypnotique, eh bien vous êtes sans arrêt en train de marcher d'un endroit à un autre avec des coordonnées précises géographiques, sans possibilité de vous arrêter pour quoi que ce soit. Et vous avez une caméra en permanence qui vous observe et vous avez en permanence une géolocalisation. Tout ça avec des bornes Wi-Fi qui irradient évidemment les employés en permanence et donc qui les mettent dans une situation où ils sont, il le dit lui, absolument épuisés par ces allées et venues, mais également certainement aussi par cette irradiation très intense. Non, parce que peut-être que celui qui a écrit le livre, il a fait que Amazon par exemple. Il aurait fait d'autres entreprises, il aurait pu comparer, lui, savoir... il a fait que Amazon, mais par exemple, il vous donne des informations, et vous les trouvez également dans Le Monde selon Amazon, sur des concurrents comme Cdiscount où les situations sont quand même beaucoup plus normales. Donc, les conditions de travail d'Amazon sont très difficiles, oui, tout à fait. Par exemple, je vous cite là juste pour terminer, parce que je crois que malheureusement, on doit
terminer l'émission. Par exemple, page 173, dans un article, si vous voulez, puisque cet homme a mis également des articles supplémentaires. Ici, c'est l'envers de l'écran paru dans Le Monde diplomatique en 2013. Eh bien, vous avez par exemple un monsieur donc Simadi qui explique cela peut aussi donc il faut signaler les anomalies. Ça peut aussi être un collègue en train de discuter. Il faut alors le dénoncer. C'est bien vu pour monter en grade et devenir lead, c'est-à-dire contremaître. L'ambiance de travail est délétère. Tout le monde se surveille et les intérimaires sont traités comme de la viande, ce qui m'était insupportable. Je connais bien le monde industriel, notamment celui de l'automobile, mais mon expérience chez Amazon est de très loin la plus violente de ma carrière d'ingénieur. Chute, malaise, doigts coupés sur le convoyeur, syndrome d'épuisement. Les accidents du travail sont nombreux chez Amazon. Et il pose la question évidemment de la société que nous voulons. Dans ce livre et dans un certain nombre d'articles, on décrit les très nombreux accidents du travail et la politique d'Amazon de faire pression sur les gens pour qu'ils ne déclarent pas ces accidents du travail, voire menacer les personnes pour que si jamais ils se déclarent, eh bien, on leur fera une mauvaise réputation pour qu'ils ne puissent trouver de travail nulle part. Vous voyez le genre d'ambiance. Tout ça pour favoriser la quantité. Tout ça pour éviter qu'ils aient mauvaise presse et pour qu'ils trouvent sans arrêt de la chair à carton, comme je vous le disais, la chair à carton, puisque le dernier poste dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, évidemment, c'est ces emballages à la chaîne de gens qui sont debout et qui font des cartons aussi pendant 8 heures. Donc Merci. la prochaine fois que vous voudrez cliquer pour commander sur Amazon, pensez-y, il y a certainement des alternatives. Merci beaucoup, Maud. Au revoir.